Depuis 1973, on va fêter la 40e anniversaire. Moi, depuis que je suis enfant, tous les soirs, au journal de 20 h, on me parle de la crise. Dernier rebondissement pendant les fêtes. Alors que le gouvernement campe toujours sur une croissance à 0,8%, l'INSEE voit ce chiffre prévisionnel à la baisse, 0,1% sur le premier semestre 2013. La France compte aujourd'hui 3 132 600 demandeurs d'emploi sans aucune activité, plus 29 300 rien qu'en novembre. En y ajoutant les départements d'outre-mer ainsi que les travailleurs à temps partiel ou en contrat aidé, ce sont finalement 5 600 000 personnes qui pointaient à Pôle emploi. Un chiffre inégalé depuis plus de 14 ans qui laisse les chômeurs bien pessimistes. Je n'ignore rien de vos inquiétudes. Elles sont légitimes. Et je n'entends pas vous dissimuler les difficultés qui nous attendent. Elles sont sérieuses. Mais ce soir, je veux vous dire ma confiance dans notre avenir. D'abord parce que la zone euro a été sauvegardée et que l'Europe a enfin mis en place les instruments de stabilité et de croissance qui lui manquaient. Ce résultat semblait il y a encore 6 mois hors de portée. Il a été atteint. Ma confiance, elle est surtout dans la France. Je connais le talent de nos entrepreneurs, comme de nos salariés. Et donc mon devoir, mon premier devoir, mon seul devoir, c'est de faire que notre pays avance et que notre jeunesse retrouve espoir. Alors vous avez tous été enfants pendant la crise de 29. Je le disais, ça fait 40 ans que le chômage existe en France, que les usines ferment et qu'on regrette l'âge d'or. C'était mieux avant, a-t-on tendance à dire. Est-ce que vous avez connu une période où c'était mieux, vous? Est-ce que vous avez connu l'âge d'or? C'était quand, l'âge d'or, André Chandernagor? Les 30 glorieuses. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Bon, mais je dois dire d'abord que les faits se reproduisent, vous savez. Moi, j'ai quand même le souvenir de la difficulté qu'on a eue après la crise de 29 d'en sortir. On a tout essayé. On a d'abord commencé par une expérience de déflation. C'était les décrets Laval d'octobre 1935. Bon, blocage des salaires et diminution des prix par voie autoritaire. Bon, ça a donné quoi? Ça a donné le succès du Front populaire 6 mois après. Bon, alors le Front populaire, lui, fait une relance. Hein, augmentation des salaires, congés payés, 40 heures, voilà, bon, pour essayer de relancer la machine. En réalité, ce qui va surtout relancer la machine, c'est le début de la politique d'armement, puisque la menace est telle que la France prend conscience qu'il faut enfin réarmer, et c'est vrai que c'est le gouvernement du Front populaire qui, le premier, remettra les usines de fabrication d'avions en marche pour les tanks, etc., etc. Pas suffisamment, hélas, quand nous arrivons à la guerre. Mais alors, nous sommes sortis de la crise, disons-le carrément, c'est la guerre qui nous a sortis de la crise. Alors ensuite, derrière la guerre, il y a eu la reconstruction, période favorable. Elle ne commence guère, la période favorable, qu'en 49, hein, pas avant. Jusqu'à 49, on est dans les plus grandes difficultés. Avec il faut voir. Hein, avec rationnement. Avec rationnement. Et donc c'est au cours des années 50 que petit à petit les choses se remettent et il y aura les 30 glorieuses. Et là, on s'imagine qu'on a trouvé le truc. C'est-à-dire qu'on a trouvé le moyen d'éviter les crises. On le croit, vraiment. Et moi-même, je suis comme tout le monde. Je crois qu'on a trouvé qu'avec le système de Keynes, on va désormais, en injectant de l'argent quand il faut, au moment où il faut, on va pouvoir faire que la machine fonctionne toujours régulièrement. Et puis, il y a eu le dérèglement du système capitaliste, qui est devenu fou, et le capitalisme financier s'est mis à multiplier les signes monétaires, à spéculer sur tout et sur rien. Et cette énorme masse de spéculation à l'échelle du monde n'est régulée par rien et a produit les catastrophes que nous voyons maintenant. Et tout le problème est d'arriver à réguler cela, d'abord à essayer d'échapper à la pression de ce capitalisme financier. C'est pour ça qu'il faut essayer de payer la dette autant qu'on le pourra. Ça m'amuse, tenez, je dis en passant, qu'actuellement, on est en train de nous dire, c'est la nouvelle du jour, que le FMI s'est trompé dans ses calculs. Vous avez entendu la nouvelle? Je trouve ça extraordinaire.
Le FMI nous a dit pendant des mois et des mois, il faut que vous payiez la dette le plus rapidement possible, il faut vous priver, il faut, etc., etc. Et maintenant, on nous explique, ah mais nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés, il ne fallait pas payer autant sur la dette. Hein, il fallait pouvoir injecter dans l'économie pour qu'elle reparte. Il n'y a vraiment que les experts qui peuvent se regarder sans rire. Mais enfin, il faudra quand même payer une partie de la dette et d'autre part, il faudra bien relancer la machine. C'est ce qu'essaie de faire le gouvernement. Je ne sais pas s'il le réussira, mais enfin, hein, essayons. On verra bien. Qu'on m'indique d'autres solutions. Écoutez, cette crise existe. Marc Ferraud. Oui. Moi, ce que j'entends de M. Chandernagor me semble un peu se reporter à un cycle précédent. C'est-à-dire à une époque où quand même il y avait 3, 4, 5, 6 pays dans le monde qui géraient tout ça et qui pouvaient mettre fin à la crise par les procédés que vous avez dit, et aussi pour autant que les gouvernements avaient du pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Or, plus le temps passe, et moins on s'aperçoit que les gouvernements ont moins de pouvoir. C'est vrai. Alors c'est Jospin, une fois qu'il a dit, un peu comme un lapsus, vous vous rappelez, je ne peux rien faire pour telle usine, et on s'aperçoit que c'était un signal, peut-être dont il n'avait pas mesuré l'importance, mais qui se développe. On voit que bien des gouvernements ne peuvent plus rien faire. Et non seulement ils ne peuvent plus rien faire, mais ils ne peuvent plus parler. Parce que maintenant, la parole, au fond, elle appartient aux médias. Oui, n'est-ce pas? c'est juste. Le fait, regardez, dans cette pièce, il y a 2 personnes qui appartiennent au pouvoir politique sur 8, n'est-ce pas? Et les débats, c'est les journalistes entre eux, ou alors ils invitent des politiques comme des combats de coq, voilà. Mais jamais avec d'autres personnes qui pourraient les éclairer sur l'état de la médecine, sur ceci, sur cela. Donc, il y a une déchéance malheureuse. Oui. Rappelez-vous de Gaulle qui disait, on peut décider, l'intendance suivra. Aujourd'hui, c'est l'intendance qui décide, comme vous l'avez dit. Et les autres ne se trouvent pas les solutions. Et même les économistes, surtout les économistes, sont tous en désaccord les uns avec les autres. Tous les prix Nobel. Donc, et puis alors, dans ce que vous avez dit, il manque quelque chose, excusez-moi, c'est que maintenant, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a des pays comme l'Amérique du Sud qui ne seront plus nos clients, mais nos concurrents. Donc, on ne peut pas parler de crise. Le monde n'est plus adapté. Il faudrait mieux trouver une autre formule. Toi, Touraine, tu trouveras, parce que c'est ton métier de trouver des formules. Mais je pense que si on se délimite au schéma de crise, on croit toujours qu'il y aura une fin. Rappelez-vous, en 1974, les clignotants. Hein, quand Barre disait les clignotants sont verts, maintenant ils sont oranges, ils sont rouges. C'était la crise du pétrole qui annonçait la déchéance de l'Europe. C'était le premier signe. Et puis alors il y a l'islam, et personne n'en parle. Et Dieu sait s'il aura des chômeurs lui aussi, qu'ils soient sunnites, chiites ou autre chose, c'est pas ça qui leur donnera du travail. Donc le mot de crise ne me semble pas adapté. Il vaudrait mieux prévoir un changement complet de système mondial et que quelques-uns d'entre nous, essayent de trouver des solutions. Dans ce changement complet, je pose la question, pourquoi cette crise nous affecte et pourquoi elle n'affecte pas les Chinois ni les Brésiliens? Elle affecte déjà les Chinois. Jean-Louis Crémieux-Briac. Pendant les années 30 glorieuses, il y avait accroissement, dans la reconstruction, accroissement du PIB jusqu'à 5% par an, ce qui était un espoir extraordinaire. On s'imaginait que ça durerait toujours. Mais en même temps, il n'y avait pas cette financiarisation qui s'est développée dans les années 80. C'est-à-dire que, curieusement, la maximisation du profit qui avait été dénoncé par Marx, qui était un des critères de l'économie au XIXe siècle, n'existait pas à ce point. Les grandes sociétés se contentaient de garantir la sécurité de leur société. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette demande inconsidérée d'accroissement constant des profits. Ceci s'est déclenché sans régulation dans les années 1980. Mais d'autre part, comme le disait Marc Ferraud, c'est pas seulement en l'année 1973 que vous signaliez tout à l'heure, début du premier choc pétrolier. L'autre date qu'il faut signaler, c'est 1978, c'est-à-dire Deng Xiaoping qui donne le départ à l'expansion de la Chine. La Chine s'est réveillée. Et la mondialisation liée à l'Internet fait qu'effectivement, nous sommes dans un monde nouveau. C'est une époque nouvelle qui voit certainement la grandeur d'une Chine qui n'a pas dit de loin son dernier mot, mais qui voit le déclin de l'Europe. Michel Déon. Oui, écoutez, moi je pense à une chose quand même.
c'est que je suis un fils d'un ancien combattant de 14-18, et il disait toujours, moi mon fils ne connaîtra jamais ça, heureusement. Or, avec la démocratie, nous avons continué à faire la guerre dans le monde entier pour des tas d'idéaux qui ne valent pas un paix. Et je trouve absolument effrayant qu'aujourd'hui encore, nous sommes en guerre. Nous avons des soldats en Afghanistan, nous en avons d'autres en Libye. C'est ça qui m'effraie dans le régime que nous avons. C'est cette espèce de volonté de faire la guerre partout pour imposer ses idées. Les idées, nous pouvons les imposer peut-être autrement, nous pouvons les suggérer, nous pourrions éduquer un peu les peuples qu'ils méritent, mais faire la guerre perpétuellement, depuis, je pense que le grand déclenchement, c'est évidemment celui du mois d'août 1939. Bon, ce jour-là, moi j'ai compris que ma vie allait changer complètement, je finirais pas mes études, voilà, bon, et que tout a changé. Et depuis ce temps-là, nous sommes mais tout le temps en guerre. Est-ce que c'est la faute de la démocratie? Est-ce que la démocratie ne serait pas un régime guerrier et belliciste? Monique Pelletier. Moi, je ne suis pas une économiste et je suis très concrète. Et je pense que une des urgences pour notre pays, c'est de faire des vraies économies structurelles. Nous sommes le pays d'Europe qui avons le plus de fonctionnaires, le plus d'agences, un conseil économique et social qui sert ou sert pas trop. Nous avons des quantités de charges que n'ont pas les autres pays, et il me semble que ce serait un courage politique certain, par exemple, de supprimer les départements, mais nous sommes un pays beaucoup trop dépensier par rapport à nos moyens. Et je crois que nous n'avons pas encore du tout entamé ces économies, ces coupes structurelles qui sont sûrement douloureuses, sûrement difficiles, mais qui sont absolument nécessaires. Vous aussi, pardon, je vous interromps, Chaner Nagor, je disais, vous aussi, vous étiez enfant pendant la crise de 29, Alain Touraine et Jacques Vergès, vous n'êtes pas encore exprimé sur le sujet de la crise, Alain Touraine? Pas sur celle de 29. Oui. Enfin, ça vous donne un autre regard sur celle que nous connaissons aujourd'hui. Je trouve qu'on parle de tous ces problèmes d'une manière insuffisamment dramatique. Il s'agit de choses d'une extrême gravité. Je veux dire, tout se passe, on le disait tout à l'heure, il y a un quart d'heure ou une demi-heure, tout se passe comme si, face à des événements, la montée de la Chine, le capitalisme financier devenu spéculatif et sans fonction économique, etc., comme si on ne pouvait rien faire, comme si on ne faisait rien. C'est ça le vrai problème, car les Allemands ont pris des mesures brutales mais qui ont eu beaucoup d'effets. Les Anglais, eux, se sont reportés sur la finance mondiale et ils ont ruiné un certain nombre de gens à leur profit. Et nous, les Français, ou les Italiens d'ailleurs, on est là à ne rien faire, à ne rien proposer depuis longtemps. La France a perdu la moitié de son industrie, on n'en a pas parlé. Ça fait 20 ans que ça dure. On n'en a jamais parlé. C'est maintenant qu'on se met à dire ça en note en bas de page dans le monde. Donc, si vous voulez, ce qui me semble extraordinaire dans le cas français, c'est que tout se passe, je pense que tout se passe comme si les Français n'avaient plus de capacité de perception, de compréhension et d'action dans leur propre situation. C'est ça le vrai problème. Tandis que au moment des fameuses 30 Glorieuses, qui était aussi le moment de la guerre d'Indochine et puis de la guerre d'Algérie. Et qui se sont terminées par mai 68 avec 10 millions de Français en grève. Tout ça n'allait pas quand même tout à fait aussi vite. C'était pas non plus le nirvana. Mais à cette époque-là, on savait de quoi on parlait. Il y avait, si vous voulez, des gens qui reconstruisaient, c'était l'État. Il y avait des gens qui revendiquaient et surtout qui construisaient la sécurité sociale et ce formidable système de redistribution et de protection que nous avons eu. Bon, on savait de quoi on parlait. Je dirais même, en 68, on savait de quoi on parlait, même si ce n'était pas des choses dont on parlait 10 ans avant. Bon, aujourd'hui, c'est-à-dire, en effet, depuis ce phénomène extraordinaire, que la majorité des capitaux qui peuvent s'investir ne s'investissent pas, n'ont pas de fonction économique,
ne servent pas à l'investissement, ne servent pas au crédit, servent à la spéculation. C'est un phénomène nouveau. Le capitalisme s'est séparé de l'industrialisation. Bon. Et alors nous, on est là-dedans, devant ça, on ne sait pas quoi faire. Et le vrai problème, c'est pourquoi ne savons-nous pas quoi faire. Ne cherchons pas à trouver des explications à droite ou à gauche. Le vrai problème est de savoir pourquoi nous ne pouvons pas résoudre des problèmes qui sont, comme tous les problèmes du monde, solubles. Et les nôtres ne sont pas pires que les autres. Mais nous ne faisons rien. Ouais, c'est la chose la plus extraordinaire face à la désindustrialisation française, droite et gauche. On n'a rien fait. Et les idées, il n'y en a plus. Les acteurs, les syndicats ont disparu, les partis politiques ont disparu, les intellectuels ont disparu, les économistes, on n'a jamais été très très forts là-dessus. Mais eu quelques prix Nobel quand même. Oui, pas des masses. Non, pas des masses, c'est vrai. Pas des masses. Disons, mais les gens qui ont compris les prix Nobel, il y en a, disons, Stiglitz, il a compris. Et il a parfaitement analysé la réalité. Il était sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, mais je lui faisais remarquer que tout le monde trouve qu'il a compris, mais personne ne fait ce qu'il dit. Donc, ça, c'est une autre affaire. Oui, mais ça, je suis d'accord là-dessus. Mais disons, il faut s'interroger plus dramatiquement, c'est-à-dire sur nous-mêmes, sur notre incapacité d'agir. Je voudrais faire une petite Marc remarque. Ferraud, et puis Michel Déon et André Chambert-Nagor. Une petite remarque historique, simplement. En 89, on a fait des grandes choses en France, et c'est pas seulement en France, puisque beaucoup de pays et de sociétés nous ont suivis. Mais qui y avait à l'Assemblée constituante? Ah, vous parlez de 1789. 1789. Qui y avait à l'Assemblée constituante? Il y avait les plus grands savants, il y avait les plus grands médecins, il y avait les plus grands personnages de l'État, enfin de la société. Aujourd'hui, où sont les prix Nobel? Ils ne sont pas à l'Assemblée. Où sont les plus grands savants? Ils n'y sont pas non plus. On les consulte comme Stiglitz, mais on ne les suit pas. Récemment, vous vous rappelez, une journaliste a dit, mais il y a quelqu'un qui a un plan formidable et il n'est pas ministre. Hein? Vous voyez de qui je veux parler? C'était Madame Claire, si j'ai bon souvenir. Donc nous avons un phénomène curieux, c'est qu'on a des élites dans tous les domaines, nous le savons bien. Mais le pouvoir, qui est le pouvoir politique, ne se les intègre pas. Et c'est une des raisons pour laquelle, je pense, le pouvoir politique, quelquefois, pris dans ses querelles, ne peut pas prendre de vraies décisions. Il est dans ses vieilles idéologies. Il y a une crise de démocratie représentative. Michel Déon. Mais je voulais dire, il y a quand même un événement que moi je trouve considérable dans le désordre français actuel. Ça va vous paraître drôle, mais c'est la suppression du service militaire. La suppression, pendant le service militaire, les Français se connaissaient, ils se croisaient, ils se voyaient. Moi, à 19 ans, bon, j'étais tout d'un coup jeté dans la troupe, j'étais content. J'ai rencontré un menuisier qui était devenu mon meilleur copain, un garçon de restaurant, tout ça. Je me suis dit, mais je les aime, ces types-là. Et ils m'ont beaucoup servi à moi, là je parle en romancier, pour donner aux personnages des romans leur langage. Parce que je les ai entendus. Aujourd'hui, vous n'avez plus ce contact. Ajoutez à cela ce qui se passe, qui est très curieux dans d'autres pays, mais en France beaucoup moins, la suppression du tabac dans les pubs en Grande-Bretagne. La conséquence, c'est 2000 pubs ont fermé. Le pub, c'était l'endroit où les gens, les hommes, plutôt que les femmes, beaucoup plus, se réunissaient le soir après le travail pour parler et se connaître. Aujourd'hui, ils ne se connaissent plus parce que c'est un lieu dans lequel ils ne vont plus. Je veux dire, alors, à la fois, la suppression du service militaire, qui certainement peut-être été très bien accueilli en disant « nous ne sommes pas un pays guerrier », alors que nous étions en guerre de tous les côtés. Et je me dis qu'à ce moment-là, il y a une cassure dans la compréhension des Français, dans leur mélange. Jacques Vergès, qu'on n'a pas entendu, et André Chambert-Nagor. Jacques Vergès, sur la crise, vous aviez quelque chose à ajouter? Non, manifestement, on vient de nous dire, les voix autorisées, on ne sait pas quoi faire. Et c'est ceux qui nous dirigent. Les Français ne sont pas responsables de ça. Vous avez une couche qui nous dirige, une bande d'incapables. Ils sont de droite ou de gauche, et ils comprennent rien à rien, et ils font des promesses qui ne tiennent pas. Et ça masque, un jour ou l'autre, les gens diront, foutez-nous la paix,
et élisons des vrais responsables. André Chandernagor, dernier mot sur ce sujet. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a rien à faire. Je trouve qu'il y a à faire. Il y a d'abord à faire un choix. Est-ce que nous voulons essayer de nous en sortir tout seuls en reprenant la souveraineté française dans nos petites frontières, en faisant bouillir notre petite marmite sur notre petit feu? Ça, ce sont des billevesées. Ça n'est pas possible. Dans le monde tel qu'il est, la France toute seule, c'est pas possible. Bon. Elle peut donc essayer de se sortir de là dans le cadre de l'Europe. J'ai toujours été européen, je le reste. Mais il est vrai que l'Europe a très mal dérivé et qu'elle est devenue une espèce de succursale de ce monde fou, complètement dérégulé. Eh bien, il faut, à travers l'Europe, essayer de régulariser, de réguler ce monde. Et de réguler d'abord l'Europe elle-même. Bon, je crois qu'on est, de ce côté-là, sur le bon chemin et qu'il y a eu des progrès faits. Nous ne sommes plus menacés tous les quarts d'heure par les marchés, de faire exploser la Grèce, de faire exploser l'Italie, de faire exploser l'Espagne. C'est déjà quelque chose. Bon, il va falloir faire des pas en avant. Il n'est pas tolérable qu'il y ait encore, de par ce monde européen, tant de places financières où on peut aller placer son argent pour échapper aux impôts dans son propre pays. Hein, je peux les citer, hein. Le Luxembourg lui-même, Jersey, Guernesey, et même chez nous, Monaco, et puis quelques autres. Bon, hein, ça n'est pas possible. De même qu'il n'est pas possible de tolérer que l'Irlande fasse du dumping fiscal pour attirer les entreprises américaines au détriment de tout le reste de l'Europe. C'est l'harmonie fiscale que vous préconisez. Tout ça, il faut le corriger. Mais la France le demande, elle le redemandera, il faut l'appuyer. Alors, se pose le problème. Nous voyons très bien ce qu'il faut faire pour essayer de sortir de là. Le problème, il faut que le reste de la population française suive. Et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile dans une atmosphère. Petit à petit, il y a quand même dans ce pays une crise morale. Quand on parle de morale, on dit tu es ringard, etc. Si, il y a quand même une grave crise morale. Les solidarités se sont affadies. La liberté totale, et sans limite et sans frein. Hein, il y a peut-être aussi quand même tant d'associations humanitaires ou sociales. Enfin, je veux pas m'étendre là-dessus. Mais le problème est de rendre confiance à ce pays, qui reste quand même un grand pays, qui a des qualités, qui a une démographie, c'est même le seul, qui a une démographie qui ne marche pas si mal, qui dans 20 ans, 30 ans, peut-être la nation la plus peuplée de cette Europe que nous voulons faire. Donc il y a des chances. Il faut les saisir tous ensemble, par solidarité et par courage. Qui arrivera à mobiliser les Français gagnera la partie. Jean-Luc Rémieux-Briac, et après on change de sujet. Mobiliser les Français est nécessaire sans aucun doute et aller dans le sens que vous dites. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est ce que disait Alain Touraine tout à l'heure. C'est-à-dire que la conscience de tout cela n'est pas exprimée. Je suis sidéré que la campagne encore aujourd'hui, que la campagne présidentielle est caractérisée par le non-dit. Absolument. Des propositions ont été faites, etc. Mais l'essentiel a été complètement escamoté et je dois dire que ça continue. Je ne critiquerai pas nullement les discours que le président de la République a fait ces derniers jours, mais je les trouve partiels, ne répondant pas, allant dans le bon sens dans la façon des propositions qu'il fait, mais ne répondant pas à la conscience nécessaire de l'ampleur de la crise où nous sommes. Passons, si